Aimables téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour ce programme vespéral Kinshasa Direct. Kinshasa Direct qui vous permet de comprendre l'actualité de la République démocratique du Congo, mais aussi l'actualité internationale. Tout à l'heure, nous allons recevoir Jean Bosco Baala, qui, avec lui, nous allons aborder la problématique de la sécurité. Comment retrouver la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Faudra-t-il réellement négocier avec le M23 qui ont été vaincus il y a de cela quelques années par les forces armées de la République démocratique du Congo, ou aujourd'hui continuer à œuvrer pour que le M23 puisse être maté et n'est-ce pas, retrouver la paix dans l'Est avec l'accompagnement de la communauté internationale ou pas? Eh bien, ces questions nous seront posées à notre invité de ce soir. C'est bel et bien Abbé Baala. Tout de suite, c'est la présentation des grandes lignes de l'actualité avec Nathalie Yokomposo. Nathalie Yoko, bonsoir. Bonsoir Crispin Chibassou, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Sommet de Nairobi, le président de la République n'a pas échangé avec les représentants des groupes armés comme prévu ce vendredi dans la capitale kenyane. D'après plusieurs sources concordantes, Félix-Antoine Tshisekedi rentre au pays et charge une équipe sous la houlette de son homologue kenyan de mener cette discussion. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont examiné et débattu la loi électorale telle que proposée par les G13. C'était sans la participation des élus du FCC et ceux de l'Amouka. Lutte contre les tribalismes en RDC, le Premier ministre a procédé officiellement ce vendredi à l'ouverture de la conférence interprovinciale des espaces Grand Katanga et Grand Kasai à Lubumbashi en présence des 9 gouverneurs issus de ces espaces. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres vous seront développés tout à l'heure à 19h juste de Kinshasa avec Amina Bayombo. Mais dans notre temps, restez en compagnie de Crispin Chibassou pour la suite de Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, à Nathalie Yoko partie. Et cette fois-ci, nous allons marquer une petite pause avant de recevoir notre invité du soir, Abbé Baala. Tout de suite. D'aggraver les conflits. Shinarambo a tiré pays par terre. La préférée dans le bilan, Shinarambo a plus travaillé que mon président, à moi. Shinarambo a quitté côté, il y a... on doit faire attention, ça doit nous interpeller. Les populations, les Kamati, ils ont ça fait peur. Ça fait peur. Pour quelqu'un à tiré Mboka par terre, non, il y a besoin de dire que tout bon Mboka. Si on doit maintenant comparer à deux, si le président, si le président ne tape pas sur la table.
Donc il faut qu'on fasse attention de tenir compte de la géostratégie et de la géopolitique internationale. La Russie, elle est dans un club, dans un bloc des puissances émergentes, des grandes puissances nucléaires émergentes. Vous avez la Chine qui est avec la Russie, qui fait 1,5 milliard d'habitants. Vous avez l'Inde qui fait 1,3 milliard d'habitants qui est avec la Russie. Vous avez le Pakistan qui fait près de 200 à 500 millions comme ça d'habitants. Vous avez la Turquie qui fait dans les 300 millions d'habitants. Et ici en Afrique, quand vous regardez, il y a l'Algérie qui est un allié inconditionnel de la Russie. Vous avez l'Afrique du Sud. J'en passe, il y en a beaucoup de pays émergents qui sont avec eux dans ce groupe. C'est un groupe qui milite pour un nouvel ordre économique international. Ils sont en train de se battre pour que le monde soit multilatéral. Ils veulent rompre avec l'unilatéralisme imposé par les États-Unis. Les États-Unis veulent imposer leurs lois, leurs seuls dans le monde. C'est ça en réalité les enjeux. Nous devrons comprendre ces enjeux et regarder vers où il faut se mettre. Soit on est non aligné ou bien on s'aligne sur un bloc qui défend nos intérêts. C'est ça la géopolitique. Mais suivre les Français, vous avez vu en Ukraine, les Européens ont encouragé et ont soutenu le président ukrainien à défier la Russie. Aujourd'hui, il est dans des problèmes. Ils ne font que lui envoyer des armes, il ne peut pas les défendre. Aujourd'hui, c'est la Russie qui va décider de la fin de la guerre. Même si la guerre prend fin, c'est en fonction de ce que la Russie va poser comme condition. Donc, vous voyez, c'est une guerre qu'ils ont créée de toutes pièces. Le président Erdogan, compte tenu de ses relations avec les Russes, il a voulu créer des conditions pour une sortie honorable. Mais les Américains et les Français, comme ils ont un autre agenda, ils ont saboté cet arrangement. On devrait tenir compte de nos intérêts. Ces gens-là, ils ont allumé la guerre en Europe de l'Est, croyant qu'ils peuvent tirer profit. Eux, les Américains croient que la guerre va finir vite et l'Ukraine sera détruite. Ils vont reconstituer l'Ukraine et l'Europe sera affaiblie. Donc l'Europe sera dépendante d'eux, la Russie sera affaiblie. Donc tous les calculs sont faussés. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité d'histoire, Abbé Bala, Abbé Jean Bosco Bala. Bienvenue. Merci beaucoup et merci encore pour l'invitation, Crispin. Spécialiste en matière de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, le sujet est tellement important que nous avons voulu vous inviter pour décrypter cette actualité en rapport avec le sommet sécuritaire de Nairobi. Jean Bosco Bala, nous sommes tombés sur les tweets de Tina Salaman qui est parmi le porte-parole adulte du président de la République. Il parle, les sommets de Nairobi a décidé d'un double processus politique sous la direction du président kenyan pour faciliter les consultations entre la RDC et les groupes armés locaux en RDC. Et un autre militaire et sécuritaire sous la direction du président Félix Tshisekedi. Alors, on parle des résolutions de ces sommets qui demandent à la République démocratique du Congo de pouvoir négocier, je dirais même renégocier avec les groupes armés. Doit-on encore aujourd'hui renégocier avec les groupes armés après avoir pris la décision d'instaurer l'état des sièges, après plus d'une année, plus ou moins une année l'état des sièges, après avoir autant donné, doit-on aujourd'hui, sous le coup d'un sommet, accepter que la RDC, que les autorités congolaises puissent discuter une fois de plus avec les groupes armés? On a vu Kabila le faire il y a des années. Eh bien, Crispin, je suis heureux que vous m'ayez invité ce soir. Et vous avez bien résumé la problématique. Pour des experts comme nous, qui avons travaillé à tout le processus de paix dans notre pays. Je vous ai dit l'autre jour que j'ai participé à
pratiquement toutes les discussions de paix sur le pays, d'Addis Abeba en passant par Sun City, Bruxelles, Libreville, Lusaka, et, Nairobi, Goma, Entebbe, et Kampala, encore Nairobi, dernièrement avec le M23 et tout le reste. Pour nous autres, cette affaire tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire que, bon, pour les observateurs qui connaissent le dossier des Grands Lacs, qui connaissent la géostratégie des Grands Lacs, qui connaissent justement les soubassements qui sont dans cet engrenage dans lequel on veut encore nous entraîner, on s'étonne. On se dit, tiens, nous voilà rentrés 20 ans en arrière. Parce que nous sommes rentrés à la case départ. D'abord, je vais parler de l'opportunité de ce sommet. Quelle est l'urgence qu'il y avait aujourd'hui à aller discuter, après avoir organisé à Kinshasa un sommet, le 10e sommet du mécanisme d'Addis Abeba. Vous vous rappelez que vous m'aviez invité à cette occasion. Ouais. Nous avions dit parmi les dangers que nous connaissions de ces genres de mécanismes, et ce qui nous avait frustrés dans ces mécanismes, c'est qu'on donnait des devoirs à faire à la République démocratique du Congo, mais on laissait les autres, nos pays voisins, qui souvent étaient à la base de la déstabilisation de la RDC, on ne leur demandait pas, eux, de négocier avec leur rébellion qui venait déstabiliser nos contrées. Vous comprenez ? Je disais également qu'on se retrouvait dans une situation où la République démocratique du Congo était obligée d'accepter des négociations en se présentant dans une situation de faiblesse permanente. Et vous savez, en géostratégie, quand une nation se présente toujours en état de faiblesse au niveau militaire, au niveau politique, au niveau diplomatique, cet état est corvéable à merci. Donc on peut tout lui imposer. Nous nous retrouvons donc dans un genre de remake de ce qu'on a connu quand nous sommes rentrés de Sun City, où nous étions parvenus à obliger les belligérants, leurs commanditaires, les rébellions locales et extérieures et la communauté internationale à accepter que les Congolais résolvent leurs problèmes eux-mêmes. Ils nous ont imposé un mécanisme qu'on appelait SIAT. C'était le comité international d'appui à la transition. Mais en réalité, c'était une sorte de sous-tutelle de notre gouvernement de ces temps là-bas, de 1+4 qu'il y avait. On a tout balayé en faisant des élections. 3 fois, donc déjà, nous avons fait des élections. Avons-nous besoin d'une tutelle extérieure pour notre sécurité, pour la défense de notre territoire et pour la mise en route de notre développement? Nous entrons donc hier, je l'ai dit, nous entrons dans une communauté économique, n'est-ce pas, l'EAC, donc East African Community. Nous entrons dans cette communauté et la première chose sur laquelle nous allons discuter avec nos partenaires, alors que nous aurions dû discuter corridor économique, n'est-ce pas, route, rail, échanges commerciaux, etc. Ça devait être le premier sujet pour lequel nous sommes entrés dans l'EAC. On nous organise un sommet en termes de conclave, rapidement, on se demande qui sont les experts, parce que des sommets comme cela, qui concernent la sécurité et la défense du territoire, ce sont des sommets qu'on doit préparer minutieusement. Tout d'un coup, nous apprenons que le président de la République va rencontrer des groupes armés, 10 groupes armés, on nous a dit, on apprend ça dans la presse, nous disons, mais même du temps de l'ancien régime, le président Kabila n'a jamais rencontré les chefs de guerre, à ce que je sache. Il n'a jamais traité avec eux. Pas du tout. C'est nous qui allions négocier. C'est le gouvernement qui négociait avec tout ce monde-là. Et tout d'un coup, nous apprenons qu'au plus haut sommet de l'État, on légitime des gens qui sont en belligérance contre la République, comme si nous n'avions plus d'armée, comme si nous n'avions plus de souveraineté. En tout cas, ceux qui ont mené la plus haute hiérarchie. Alors, accepter de négocier avec les groupes armés, oui. Est-ce un aveu d'échec? Un aveu d'échec? Je ne sais pas. Échec de quoi exactement? Échec de quoi?
Crispin. Est-ce que... excusez-moi, je pose des questions. Est-ce ceux qui ont accepté, ceux qui ont très représenté, je pense que le chef de l'État était accompagné des experts. Oui. Alors, c'est là que je pose la question. Oui. Accepter de pouvoir négocier avec les groupes armés. Quand on sait que parmi ces groupes armés, il y a aussi le M23 qui trouve refuge au Rwanda. Et le président Paul Kagame ne s'est même pas déplacé pour Nairobi. Doit-on continuer à négocier avec les groupes armés, les forces rebelles qui ont été mises en déroute il y a quelques années par les forces armées de la République avec l'accord signé entre le pays voisin de pouvoir, l'accord de non-agression? Pourquoi ne pas remettre sur la table cet accord de non-agression, mais directement aller accepter de négocier avec les groupes armés? Est-ce une façon voilée d'abdiquer devant le M23? Non. Vous exprimez là l'étonnement et aussi la frustration de notre peuple devant ce que moi j'appelle un non-événement. Parce que ce sera un non-événement. Puisque ce sommet ne s'explique pas et cet accord ne s'explique en rien. Voilà que nous avons signé de nombreux accords de paix. Depuis Sun City, etc., même avec le CNDP, le M23 et partout, nous avons signé des accords. Et à un moment donné, la République démocratique du Congo a dit on stoppe avec ce genre de négociations. Nous entrons dans une autre ère. Et cette autre ère, c'est l'ère où on dit monter en puissance de la forces armées de la RDC. N'est-ce pas? On traque les forces négatives parce qu'elles étaient déjà définies. Voilà que dans ce sommet, on apprend encore qu'on va encore redéfinir les forces négatives comme si on ne savait pas qui étaient les forces négatives. Donc il y a de nouvelles forces négatives qui se sont ajoutées, on ne sait pas comment, et que l'on va redéfinir. Ça n'a aucun sens. Nous sommes ici en face de quelque chose qui n'existe pas et que l'on devra oublier. Oublier pour la simple et bonne raison que ça n'a aucune logique. Nous avons sur notre sol la force multinationale des Nations Unies. N'est-ce pas? La MONUSCO. La MONUSCO. 20 000 hommes. OK? Nous avons sur notre territoire la brigade d'intervention, n'est-ce pas? La brigade internationale d'intervention, celle où il y a la Tanzanie, où il y a Namibie, etc., celle qui avait vaincu militairement le M23 avec l'armée nationale. C'est cette brigade-là qui est toujours sur terrain, qui travaille au chapitre 7, n'est-ce pas? Vous le comprenez, hein, du Conseil de sécurité, où elle peut utiliser la force. Et elle avait utilisé la force pour taper sur le M23 qui a été démantelé et qui a dû négocier sa reddition. C'est dans ce mécanisme-là que nous nous trouvions où le M23 devait se transformer en parti politique et ses membres être admissibles dans un programme de désarmement. Voilà le seul accord que nous avions avec eux. Cette brigade est encore là sur terrain. Elle est opérationnelle. Nous avons la force mutualisée avec l'Ouganda, qui est en train de traquer avec nos forces armées les ADF. Actuellement, ils ne communiquent plus. J'ai appris que leur chef d'état-major a dit qu'il allait venir s'installer à Beni. Je ne comprends pas cette histoire-là, où un chef d'état-major d'une armée étrangère va venir s'installer sur notre territoire. Je n'ai pas compris. J'ai lu ça dans la presse. Je n'ai pas cru mes oreilles. Que lui, il allait... Croyons que ce n'est pas vrai. Oui, j'espère que ce n'est pas vrai, parce que ce serait frustrant quand même pour notre souveraineté. Hein, ce serait humiliant pour notre armée qu'un chef d'état-major d'une armée étrangère vienne s'installer sur notre territoire. Bien. Nous avons les FARDC, n'est-ce pas? Nous avons les forces qu'on appelle amis, qui viennent pour instruction, etc., des forces des Nations Unies, de la France qui dernièrement a promis de venir former nos brigades spéciales, etc. Donc, nous avons une trentaine de pays peut-être déjà qui interviennent sur notre territoire. Pendant ce temps, nous avons un mécanisme international, un mécanisme sous-régional, le mécanisme d'Addis Abeba, qui doit vérifier chaque fois qu'il y a des problèmes avec les forces négatives, avec les forces rebelles étrangères ou les forces locales. C'est ce mécanisme-là qui, chaque fois qu'il y a des incursions du M23,
qui travaillait chaque fois avec le mécanisme national de suivi. C'est pour ça qu'on a le MNS où il y a notre frère Claude Ibalanki. Son rôle, c'est justement de voir si les autres pays respectent leur engagement de ne pas agresser la République démocratique du Congo ou de ne pas accepter que des forces soutenues par les pays voisins viennent déstabiliser la République démocratique du Congo. Maintenant, en l'occurrence, nous sommes en état de siège parce que le président de la République, commandant suprême de l'armée et de la police, a décidé qu'il fallait mettre 2 provinces sous état de siège, donc sous administration militaire, afin de faciliter des opérations contre les groupes armés, non seulement étrangers, mais aussi nationaux. Vous comprenez? Ces groupes armés sont identifiés, nous les connaissons. Moi, j'ai participé à l'enquête sur ces groupes armés lorsque nous étions en train de préparer le projet PDDRCS. Nous avons dû identifier tous ces groupes et leur localisation. Parce que maintenant, il était question, simplement, l'autre jour, il y a eu le comité de pilotage de ce programme nouveau qui devait justement, en concomitance avec l'état de siège dans ces provinces et dans les autres provinces concernées, qui devait en même temps, pendant qu'on désarme, pendant qu'on pousse ces gens à déposer les armes, on devait les prendre en charge dans un programme que l'on voulait d'abord communautaire, parce que ces gens ne devaient plus rentrer dans l'armée, vous comprenez? Quelqu'un qui veut rentrer dans l'armée, il doit suivre le curriculum normal pour rentrer dans l'armée. Dans ce programme, il y a un pilier important qui dit on ne négocie plus avec les groupes armés, il n'y a plus de cahier de charges. Vous comprenez? Les groupes armés ne peuvent plus présenter de cahier de charges à la République. Si vous négociez avec eux, le PDDRC n'a plus de signification parce qu'un des piliers sur lesquels on s'est entendu avec la communauté internationale qui a accepté de nous accompagner, c'est qu'il n'y aura pas de recrutement d'anciens rebelles dans notre armée. Il n'y a pas de négociation. Et ça, nous étions d'accord, c'est un pilier important et le chef de l'État l'avait souligné à Goma, le chef de l'État l'avait dit devant la communauté internationale, on ne négocie plus. Ceux qui acceptent de déposer les armes sont admissibles au programme de désarmement et de mobilisation. Ceux qui refusent vont être frappés par les FARDC. Mais dans son tweet, Tina Salama affirme les volets militaires et sécuritaires des résolutions de Nairobi décident du déploiement immédiat d'une force militaire régionale contre toutes les forces négatives internes et étrangères qui n'obtempèrent pas aux résolutions du sommet. Voilà un encore une force. Voilà un non-sens. Je me demande qui a rédigé ce communiqué parce que je n'y comprends rien. Moi, je suis expert dans ces matières. J'enseigne les questions de défense et de sécurité. Jamais je ne peux mettre une phrase comme celle-là. Vous avez toutes ces forces que j'ai citées, vous allez y ajouter une force régionale. C'est-à-dire, régionale, c'est qui? C'est l'Ouganda, qui était en belligérance avec nous et qui est déjà avec nous dans une force mutualisée. C'est le Rwanda, qui soutient le M23 et qui envoie ses forces spéciales venir combattre. Vous avez vu la stratégie. Lorsqu'il s'est agi d'aller à Nairobi, vous avez vu qu'ils ont réactivé le M23 qui a attaqué pour montrer qu'il y avait un problème à résoudre. Et tout de suite, on est allé à Nairobi. C'est une bonne stratégie, c'est de bonne guerre. Mais c'est à nous de réfléchir. Ce n'est pas à eux. Nous avons dit l'autre jour qu'eux utilisent ce qu'ils appellent Ubwenge. Dans leur langue, ça signifie la malignité, la malice. Nous aussi, nous devons savoir réfléchir sur quels sont nos intérêts. Nous allons donc nous retrouver avec des forces de la Tanzanie qui sont déjà dans la brigade, ok? Avec des forces peut-être sud-soudanaises qui sont en guerre chez eux, parce que le Sud-Soudan n'a même pas participé au sommet là, n'est-ce pas? La Tanzanie non plus. Mais nous allons nous retrouver avec des forces sous-régionales qui vont s'ajouter aux forces mutualisées des mêmes pays, qui vont s'ajouter aux forces de la MONUSCO, qui vont s'ajouter à la brigade internationale d'intervention. Mais dites-moi un peu, quand quelqu'un réfléchit droit, est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'un pays puisse vendre ainsi une mauvaise image de sa sécurité? Est-ce qu'il n'y a que le Congo qui a besoin de sécurité? Parlons-en. Si c'est vrai, si ce sommet
était nécessaire, parce que j'espère qu'on va l'oublier. On va oublier cette histoire. Je sais que la communauté internationale va nous aider là-dedans et je vous donnerai peut-être une piste de solution tout à l'heure. J'espère aussi que les forces vives de la nation vont refuser cette nouvelle tentative de mise sous tutelle de notre pays. Ça va aider notre chef de l'État à prendre parole avec conviction, comme il l'a fait la fois dernière lorsqu'il répondait à Kagame sur son histoire là d'envoyer ses forces partout. Il lui a bien répondu et nous étions fiers de notre chef de l'État. J'espère que les actions qui peuvent suivre, parce que tout le monde est fâché. À l'Est, là-bas, je ne vous dis pas combien de coups de téléphone j'ai reçus ou de messages que j'ai reçus. Les gens ont dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut plus rentrer en arrière. C'est comme si on rentrait 20 ans en arrière. Nous nous retrouvons donc dans une situation où nous allons avoir le président du Kenya qui va contrôler un mécanisme politique de négociation avec nos groupes armés. Combien sont-ils? Comment on va tenir compte de leur cahier des charges? Lorsque nous allons négocier avec eux, ils vont venir présenter des revendications. Et lorsque nous ne saurons pas répondre à leurs revendications, ils vont recommencer la belligérance. Donc, on est en train de nous faire rentrer dans une sorte comment en Lingala on dit, Tozak au rond-point. Donc, on nous fait rentrer dans un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui n'a pas d'issue. Nous sommes dans un processus de paix déjà. Nous sommes dans un processus où l'armée est en train de traquer et de frapper les groupes armés. Nous sommes dans un processus où l'armée est en train de traquer et de frapper les terroristes, conjointement avec des forces mutualisées ougandaises. Si les pays voisins de l'EAC sont autant menacés et sont obligés de nous obliger, je répète, ce n'est pas une tautologie, ils sont obligés de nous obliger à négocier avec nous, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui vient d'arriver. Quel est cet événement qui met le Rwanda en danger? Ça fait 20 ans que le FDLR tournoie là chez nous en tuant les gens, en violant et en nous empêchant de vivre en paix, en commettant toutes sortes de crimes contre l'humanité. Est-ce que les FDLR ont déjà attaqué le Rwanda? Non. Les ADF ont fait semblant la fois passée de mettre une petite grenade à Kampala. Tout de suite, Kampala en a profité pour nous obliger à mutualiser les forces. Est-ce que nous pouvons continuer à accepter une telle chose? Le Kenya avait proposé de nous envoyer des forces, n'est-ce pas, pour lutter contre les ADF. Donc, tout d'un coup, on ne parle plus de tout cela qui existe, de ce que notre armée est en train de faire. On ne parle plus du programme de renforcement de notre armée en équipement et aussi de sa montée en puissance. Parce que nous avons suivi il y a peu, la MONUSCO a annoncé que la RDC n'était pas sous embargo militaire. N'était pas sous embargo militaire. Donc il n'y a aucune raison de confier la sécurité de notre pays au Kenya. Il n'y a aucune raison parce que le Kenya n'est pas en guerre. Le Kenya ne subit aucune menace sécuritaire parce qu'il y a des groupes armés au Congo. Le Burundi vient traquer ces rebelles, Red Tabara. Il vient les traquer chez nous. Il envoie les Imbonerakure et les autres, ces forces spéciales, venir traquer ces rebelles sur notre territoire. Le Rwanda, sous prétexte de secourir ses alliés qui sont dans les montagnes de Fizi, Minembwe et compagnie, envoie des androïdes ou de je ne sais pas quoi pour soutenir les Twirwaneho, Donc, on est en train de faire comme si ces pays étaient obligés de nous obliger à négocier avec nos groupes armés parce que ces groupes armés sont un danger pour leur sécurité. Où est ce danger? À qui est-ce qu'on va raconter cette blague-là? Personne ne va accepter cela. Aucun analyste ne va accepter qu'on dise que la Tanzanie ou le Sud-Soudan ou donc les gens qui sont dans l'EAC ou le Rwanda ou l'Ouganda sont sous menace parce qu'il y a des forces négatives au Congo. Parlons-en de ces forces négatives. Dans cet accord, on dit que désormais, ceux qui accepteront, c'est le seul endroit où ils ont parlé de notre cher programme PDDRCS qui sont en train de couler. J'ai vraiment pitié de mon frère Tommy Tambwe. Comment il va gérer cette histoire-là? Comment, en même temps qu'il est en train de dire aux gens, on ne négocie pas avec les groupes armés, comment on va lui dire qu'il doit aller négocier avec les M23? Comment lui, il va le faire? Comment il va le faire?
on est en train de nous mener dans un truc, je ne sais pas qui a pensé cela. Je voudrais bien rencontrer les gens qui ont conçu une telle idée comme la solution à la sécurité de nos contrées qui sont sous une guerre latente, une guerre larvée, une guerre sans front, parce qu'on ne sait pas où se trouve le front dans la guerre qu'il y a. Il y a une question qui me hante l'esprit. Oui. Je me pose la question, et je vous la pose. Oui. Si la RDC a bien fait d'intégrer la communauté est-africaine? Non. Pour moi, personnellement, intégrer une communauté économique, c'est une communauté économique. C'est comme quand nous sommes dans la SADC. Ça ne devrait avoir que des avantages. Il y a quelques désavantages si vous arrivez là et que vous n'avez rien à offrir aux autres. C'est ce qui est notre cas. Je suis en train aujourd'hui d'admirer les efforts du gouvernement et spécialement du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, avec son idée des zones économiques spéciales à mettre vite en route sous l'impulsion du président de la République qui a voulu que nous ne venions pas les mains vides là-bas. Nous devons avoir des produits à leur présenter, des produits à vendre aux autres, puisque nous ne produisons pas grand-chose au niveau industriel. Elles sont déjà industrialisées. Les produits du Kenya viennent chez nous. L'Ouganda est en train de nous demander de construire vite des routes reliant les grandes villes de chez nous, Goma, Beni, par Kasindi, Bunagana. D'ailleurs, ça doit être la raison de la guerre du Rwanda. Le Rwanda est frustré de voir que l'Ouganda est en train économiquement d'entrer dans sa zone qu'il considère comme sa zone d'influence. Et c'est pour ça qu'ils ont réactivé leur supplétif du M23. Là, personne n'en doute aujourd'hui. On le sait. On sait que c'est ça qui se passe. Eh bien, je suis en train d'admirer ce ministre qui veut faire de l'industrialisation du Congo un atout pour entrer dans les différentes zones économiques. Ça ne peut avoir que des avantages. Mais aujourd'hui, je le redis, si notre entrée dans l'EAC signifie pour nous la perte de notre souveraineté, la perte donc de notre sécurité, parce que nous savons comment ça se passe. Quel sera le commandement opérationnel de ces forces qui vont être sur notre territoire en même temps? Pour combattre qui? Pour combattre ces gens-là, comment? Avec quel mode opératoire? Avec quel mode opératoire? Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de groupes armés qui ont déjà accepté de bonne foi. Nous avons à Mubambiro plus de 3000 ex-combattants des groupes armés qui ont rendu les armes. Nous ne savons pas les prendre en charge. Nous sommes en difficulté de pouvoir mettre en route un programme qui remet la sécurité chez nous. Mais pourquoi avons-nous besoin, parce que le M23 a attaqué 2 villages, de mettre tout un pays? Vous avez vu la subtilité de cet accord. Si vous le réalisez, cet accord concerne la sécurité de la République démocratique du Congo, alors que chaque fois nous parlons de la sécurité de l'Est de quelques provinces du Congo. Ça signifie que, eux, dans leur tête, ils sont en train de penser à pouvoir généraliser cette affaire là-bas et à mettre la RDC sous tutelle. C'est inacceptable. Et je suis presque sûr que le président de la République, qui est un homme intelligent, n'acceptera pas ça. Peut-être que par convenance, il a accepté parce que, bon, il vient d'arriver dans le... Ça, je le comprends très bien. Diplomatiquement parlant, c'est normal. Mais moi, en tant qu'expert... Mais après avoir signé, est-ce que la RDC aura la latitude de se retirer, retirer sa signature? Est-ce qu'il a signé quelque chose? Est-ce qu'il peut signer un tel accord sans l'aval du Parlement? De tels accords sécuritaires et qui concernent la souveraineté du pays devront passer par les élus du peuple. Non, non. Vous vous rappelez ce qui était arrivé à Vital Kamerhe? C'est parce qu'on n'a pas consulté le Parlement. Le gouvernement a décidé de l'entrée des troupes rwandaises. Encore une fois, parlons de cette affaire là-bas. Les troupes rwandaises ont déjà été ici combien de fois pour pouvoir traquer les FDLR sans pouvoir les éradiquer? On a eu l'opération à Manileo. C'est ça qui avait coûté son poste de président du Parlement à notre frère Vital Kamerhe. Hein? Donc je salue le retour, paraît-il, et aussi j'espère qu'il est en bonne santé. Hein? C'est un compatriote qui a droit aussi à la vie. Eh bien, je dis tout simplement, nous avons déjà eu les opérations Kimia 1, 2, 3. C'était contre qui?
contre les FDLR, spécialement, parce que c'est eux qui étaient en train de déranger notre voisin et qui était le prétexte pour lequel ils menaçaient de nous envoyer des rebelles. Et c'était le prétexte. Nous avons déjà eu l'opération Umoja Wetu, n'est-ce pas? Nous avons déjà eu les opérations Amani. Nous sommes aujourd'hui dans ces opérations militaires qu'on a commencé, qui ont porté des noms 1, 2, 3. Nous sommes déjà à la 3e phase des opérations militaires contre les groupes armés. Qui peut comprendre aujourd'hui que tout d'un coup la République démocratique du Congo sente le besoin de se mettre, encore une fois, à créer des mécanismes pour les négocier avec des groupes armés? Qui identifie d'abord les acteurs de ces groupes armés? Qui les identifie? Les a-t-on déjà dénombrés et identifiés? Connaît-on déjà de quoi on négocie avec eux? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est la solution à cette problématique sécuritaire? La solution, elle est unique. 1. Il faut que notre diplomatie redevienne une diplomatie offensive. Offensive et non pas défensive. Chaque fois, nous venons constater que les autres ont réfléchi avant nous sur des problèmes qui nous concernent. Non, la diplomatie, c'est d'abord savoir anticiper. Vous vous rappelez, à un moment donné, nous avions vécu ce qu'on appelle le 3+1. Nous étions parvenus à convaincre les États-Unis comme grande puissance qui soutenaient le Rwanda. À cette époque là-bas, donc le président Kabila avait compris. On a créé le mécanisme 3+1, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi et la RDC se parlent, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un, au département d'État, il y a les États-Unis qui chapeautent. Lorsque ce mécanisme avait joué son premier rôle, c'était quoi? Quand nous avons signé l'accord avec le Rwanda pour le retrait de ses troupes, 15 jours après, comme c'est les États-Unis qui supervisaient cet accord, 3+1, 15 jours après, le Rwanda a retiré ses troupes. Le Rwanda n'a peur que des États-Unis. Vous comprenez? Il faut mettre la communauté internationale devant le fait accompli, devant ses responsabilités. Vous ne pouvez pas en même temps soutenir quelqu'un qui est en train de menacer les autres et en même temps dire que vous avez des relations privilégiées avec la République démocratique du Congo. Il faut donc une diplomatie offensive. Deuxièmement, il faut que l'armée devienne une armée dissuasive. C'est-à-dire que chacun, que tout le temps, on ne vienne pas dire nos forces armées ne parviennent pas, Bazo Kokate, et puis alors on vient nous amener les Ougandais. Bazo Kokate, on nous amène les Rwandais. Bazo Kokate, on introduit n'importe qui. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut continuer le mécanisme qui avait commencé de la montée en force, de la professionnalisation de notre armée. Cette réforme de l'armée doit continuer et aller de l'avant. Il faut qu'on y mette les moyens. Je vous ai dit, vous voulez faire la guerre? L'autre jour, il faut de l'argent. 1. Deuxièmement, il faut de l'argent. Troisièmement, il faut de l'argent. Il faut mettre de l'argent dans l'armée. Troisièmement, il faut faire jouer les mécanismes déjà existants. Parce que si tout d'un coup, chacun vient apporter sa nouvelle idée, l'EAC va envoyer des forces au Congo. Demain, ce sera quelqu'un d'autre qui va venir, la SADC qui va venir. Non, ça, ce n'est pas bien. Ou bien la communauté où nous sommes avec le Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? De l'Afrique centrale. Non, chacun ne peut pas venir dans notre pays apporter de nouvelles choses en faisant tabula rasa de ceux qui existent. Il existe le mécanisme national de suivi qui est un mécanisme d'Addis Abeba. Nous avons ce mécanisme. Nous devons le faire jouer et pas apporter de nouvelles choses. Nous devons faire jouer les accords que nous avons faits, les résolutions des Nations Unies, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui des mécanismes à travers lesquels au Conseil de sécurité nous pouvons faire demander que l'on puisse nous aider à intervenir. Parce que cela est déjà arrivé. Nous avons la MONUSCO qui est en train de partir, mais qui est encore là. On a renouvelé son mandat. Nous ne pouvons pas apporter chaque fois de nouvelles histoires au moment où il y a. Alors, donc, quatrièmement, il y a une quatrième chose. Bien, à un moment donné, la République démocratique du Congo va devoir décider d'obliger les autres à négocier avec leurs groupes armés. Qu'est-ce qui empêche l'Ouganda de négocier avec ses ADF? Les talibans ont quand même négocié avec le gouvernement afghan. Vous vous rappelez, non? Qu'est-ce qui empêche le Rwanda de négocier avec ses FDLR? Oh, ils ont fait un génocide.
Et ils ne sont pas en train de faire un génocide chez nous. À un moment donné, le Burundi va devoir négocier. D'ailleurs, le président Nkurunziza l'avait dit avant sa mort. Mais le nouveau président est ouvert. Il a dit dans un discours dernièrement que les Tabara et les autres rebelles burundais qui sont en dehors du pays, qu'ils reviennent au pays pour qu'ils construisent, ils cultivent ensemble la pomme de terre. Il aime cultiver. Et il a dit qu'ils construisent leur pays ensemble au lieu de continuer à aller déranger les gens à l'est du Congo. Est-ce que notre peuple, lui, n'a pas besoin de paix? Est-ce que nous avons besoin d'entendre chaque jour qu'on a tué des gens à Fizi, à Baraka, à Minembwe, dans les hauts plateaux, à Ouvira, les routes coupées, etc. Est-ce que nous avons besoin, nous, d'apprendre que au ADF, ils ont encore coupé la route, ils ont tué tel nombre de personnes? Codeco, donc nous allons devoir négocier avec Codeco. Nous allons devoir chaque fois négocier avec les différents maïmaï des différentes obédiences. Pourquoi nous devons le faire? À un moment donné, nous allons devoir prendre cette question comme une question cruciale. Il faudra que le président de la République prenne le courage de créer un mécanisme, un desk de réflexion, où il va peut-être nous consulter, nous tous. Très bien. Consulter la République pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Oui. Fédérer les intelligences de Congolais pour endiguer cette situation. Merci beaucoup, Abbé Bala, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie et je pense que à travers votre télévision, le peuple comprend que nous devons réfléchir encore au niveau dans un sens patriotique et nos dirigeants savent désormais que rien ne passe comme une lettre à la poste. Très bien. Il faut en parler. Rien ne passe comme une lettre à la poste. Vous avez compris la quintessence des idées développées par Abbé Bala qui a démontré qu'aujourd'hui, il n'y avait pas lieu de pouvoir signer un accord portant négociation avec la mise en place de mécanismes pour négocier avec les groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut remotiver les forces armées, donner les moyens aux forces armées. Il faut considérer les programmes qui existent déjà pour mettre en déroute et faire retrouver la paix dans l'Est de la RDC et que les populations déplacées puissent retrouver leur village. Merci d'avoir suivi ces programmes de Télé 50 à 19h sur le journal. Au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine.